Donc, je tiens à remercier la société Acom, la société Corning, la société Viavi et notre partenaire le SICABEL, qui est le syndicat des fabricants de câbles pour la France, avec lequel les fabricants de câbles échangent tous les jours. Donc, les intervenants de ce matin, donc Julien Leroy pour la partie SICABEL, Ouria Bouakaz pour la partie Corning Optical Communications, Monsieur Mathieu Évrard, directeur marketing de la société Acom, Charlène Roux pour la société Viavi Solutions et Olivier Der de la société Viavi Solutions également. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée. Voilà le programme de la matinée avec les différents intervenants et les thèmes qui vont être traités ce matin. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je suis Ouria Bouakaz, je fais partie de l'équipe Market Development chez Corning et donc dans les prochaines 20 à 30 minutes, je vais déjà commencer par expliquer de manière générale l'impact des télécoms sur l'environnement, mais je vais vous montrer aussi à travers des exemples plus concrets, comment chez Corning on a réussi à mieux comprendre cet impact, mais surtout réduire l'impact de nos produits et de nos opérations sur l'environnement. Alors, donc je pense qu'on sait tous que la fibre optique est vraiment au cœur du monde des télécommunications, surtout celui qu'on connaît aujourd'hui. Et depuis les années 70, quand Corning a inventé la première fibre, optique à faible perte, ça a vraiment déclenché une vraie révolution dans le domaine des télécommunications. La fibre optique avec une largeur de bande qui est presque infinie a ouvert, les portes à plein de technologies, qui ont révolutionné notre industrie et d'autres industries. Aussi, des réseaux à fibre optique ont permis le soutien au développement économique, à l'éducation, le domaine de l'automobile, de la santé. Je pense qu'on peut citer, une infinité de domaines qui ont été impactés par notre industrie. Mais surtout, on a réussi à réduire de plusieurs ordres de grandeur la consommation d'énergie de ces réseaux. D'après un rapport du Boston Consulting Group, aujourd'hui, on estime que le monde des télécommunications est responsable de 3 à 4 des émissions mondiales de CO2. Maintenant, le fait qu'il y ait une demande croissante, d'utilisation des données, on risque de monter ce chiffre jusqu'à 14 d'ici 2040 si on ne fait pas d'efforts concrets pour, réduire notre impact sur l'environnement. Donc je parle plus précisément du domaine des télécommunications. Donc la question se pose, quels sont donc les moteurs de cette croissance de l'utilisation des données et qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans notre domaine? Donc, si vous voyez le graphique sur votre droite, ça montre le volume mondial de production de données entre 2017 et 2027 et on voit que ce volume-là a été multiplié par 10. Donc là, c'est une projection bien sûr jusqu'en 2027. Il y a une distinction entre les données qui sont répliquées et les données qui sont créées. Donc, on voit qu'il y a beaucoup plus de données qui sont, répliquées, c'est-à-dire elles ne sont pas créées neuves, elles sont, repartagées. Mais on voit aussi que beaucoup de données sont créées toutes nouvelles qui sont généralement maintenant en forme de vidéo ou avant c'était beaucoup plus de l'audio et donc cette croissance va être quasiment exponentielle dans les années et les décennies à venir. Derrière toutes ces données, il y a une panoplie d'applications et de technologies. Il y a quelques exemples sur le côté gauche de votre écran. Donc, il y a bien sûr l'intelligence artificielle, dont on entend, beaucoup parler ces derniers temps. Il y a une augmentation des objets connectés. Il y a bien sûr la 5G, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, le télétravail qui a vu son boom durant le Covid et beaucoup d'autres, applications. Maintenant, toutes ces de toutes ces avancées technologiques
ont permis de réduire l'impact sur l'environnement de d'autres secteurs, mais il est vraiment important pour nous, qui sommes dans le secteur des télécommunications, de comprendre l'impact pour nous et de contrôler nos émissions de CO2, à l'avenir. Derrière toutes ces données, tout le grand volume de données qu'on a vu, dans la précédente slide, il y a plein de centres de données. Donc les centres de données, je pense que tout le monde sait que ce sont des lieux de stockage de toutes ces données, qui, avec l'augmentation des données partagées et des données créées, a eu pour conséquence une augmentation du nombre de centres de données, mais aussi de leur taille. Maintenant, pour faire en sorte d'avoir de nouveaux centres de données qui soient opérationnels vite et qui soient qualifiés, ça demande une main-d'œuvre qui est très qualifiée, qui peut être très coûteuse. Il y a aussi, bien sûr, la vitesse de déploiement qui doit être, respectée. Bon, chaque projet a son délai et cela a un grand impact sur le coût des centres de données ou des data centers, comme on dit en anglais. Et le coût des centres de données devient souvent un goulot d'étranglement pour, la mise en place de ces centres de données. Il y a évidemment l'élément du développement durable qui ne doit pas être oublié et auquel on doit faire, attention. Et pareil sur le côté gauche de la slide, vous voyez qu'il y a le nombre de data centers, hyperscale qui augmente, de manière, fulgurante, au fil des années. Donc en conséquence, plusieurs entreprises, dont Corning, qui se sont engagées ou qui se sont fixées des objectifs scientifiques. Et ce nombre de 1 300 entreprises en 2021 est le double du nombre d'entreprises qui s'étaient engagées en 2020. Donc ce qui est bien, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, officiellement à réduire leur impact sur l'environnement. Donc ces objectifs sont considérés comme basés sur la science et ils sont conformes à ce que la science climatique la plus récente juge nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Sur le côté droit de votre écran, vous voyez un petit schéma en fait qui explique un peu ces objectifs, de l'accord de Paris. Alors vous voyez au niveau zéro, c'est une base qui a été établie. C'est une base pré-industrielle, à 0 degré et le but, pour toutes les industries, c'est de rester en dessous de plus 2 °C, mais idéalement, ça serait de rester au maximum à plus 1,5 degrés Celsius. Capturer en fait cette opportunité de réduire l'impact sur l'environnement, il est vraiment nécessaire pour nous de comprendre déjà l'économie dans laquelle nous sommes et d'avoir un impact directement sur cette économie. Quand on regarde de plus près l'économie actuelle que nous avons, c'est considéré comme une économie, sur un modèle qui est linéaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut produire, un produit quelconque, on va prendre des ressources naturelles, on va transformer, on va avoir un produit fini. Ce produit fini va, être utilisé. En fin de vie, il devient un déchet et on est obligé de recommencer, le même modèle linéaire lorsqu'on veut produire un nouveau, produit et le mettre sur le marché. Une autre manière de voir, l'économie, c'est ce qu'on appelle une économie circulaire. C'est-à-dire que c'est une économie où il y a un cycle de début et de fin et on essaye de faire en sorte qu'on élimine le gaspillage. On fait circuler les produits et les matériaux qui sont utilisés et on va avoir un impact direct, du début jusqu'à la fin pour faire en sorte que les produits sont utilisés le plus longtemps possible et qu'ils aient un effet sur l'environnement qui soit, minimal. Et il y a plusieurs études aujourd'hui qui affirment qu'une économie circulaire est une étape fondamentale pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, pour avoir une meilleure, compréhension, de cet impact sur l'environnement, il y a un outil qu'on va voir ici, c'est
c'est ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Je vais utiliser, souvent l'acronyme, ACV, donc ça va faire, allusion à l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui est reconnue par l'industrie pour soutenir la décarbonisation des produits et des entreprises. Donc c'est vraiment, une étude qui va du berceau à la tombe, donc c'est la terminologie qui est utilisée pour évaluer l'incidence potentielle d'un produit sur l'environnement tout au long de son cycle de vie et à chaque étape. Cette analyse de cycle de vie va aider à identifier les opportunités d'innovation, surtout pour les fournisseurs et les, producteurs, dans notre secteur. Ça permet aussi, aux acheteurs de faire des choix qui sont beaucoup plus écologiques. Donc comprendre ça permet à l'acheteur de comprendre l'impact sur l'environnement du produit ou des produits qui lui sont disponibles. Mais surtout, l'ACV va aussi permettre la normalisation et la fiabilité qui sont des données qui sont essentielles pour nous pour comprendre un petit peu l'impact sur l'environnement. Chez Corning en particulier, nous avons fait plusieurs ACV sur plusieurs solutions de connectivité et de câbles et nous avons fait, réaliser nos ACV, avec l'entreprise Sphera Solutions qui est, un leader, dans le domaine des ACV et nous avons fait cela conformément aux normes, ISO 14040 et 14044. Vous avez un lien, sur la slide qui va vous emmener sur un livre blanc, intitulé «Un avenir durable grâce à la fibre optique» et ça va vous donner beaucoup plus de détails sur, cet ACV. Donc là, on va regarder, des exemples un petit peu plus concrets. Donc Corning est un fournisseur de solutions qui sont préconnectorisées. On travaille beaucoup avec plusieurs opérateurs de centres de données pour développer des solutions qui atténuent les défis, auxquels font, face les entreprises lorsqu'ils veulent établir de nouveaux centres de données. Donc là, à gauche, vous voyez 2 solutions, on va appeler ça Rapid Connect et la deuxième, Distribution System. Donc ces solutions ont permis de réduire de 70 par rapport aux solutions existantes, le câblage des centres de données. Bien sûr, ces solutions ont dû répondre aux problématiques que nous avons vues avant, c'est-à-dire générer plus de revenus aux data centers, réduire, les coûts, du câblage, dans les data centers parce que ça, c'est un gros point. On a essayé de minimiser les risques et aussi de réduire, l'impact, sur l'empreinte carbone. Alors, on va regarder ensemble un petit peu plus près les ACV qui ont été faits. Donc les 2 solutions que vous avez vues sont de nouvelles solutions et on a fait un ACV pour comparer ces nouvelles solutions par rapport à des solutions traditionnelles avec le même nombre de fibres. Sur la gauche, on va commencer par, la 1 solution, c'est, une solution, connexion rapide. Alors la solution traditionnelle utiliser 20 câbles à 144 fibres pour faire, l'installation, alors que dans la nouvelle solution, on a réussi à faire une liaison qui a été préconnectorisée à 2 880 fibres. Donc le nombre de fibres est le même, sauf que le nombre de câbles a été réduit. En comparant les ACV, on a vu qu'il y a eu une réduction de 25 de l'empreinte carbone entre la solution traditionnelle et la solution, beaucoup plus récente. Cela a été fait grâce à une consolidation du câble, à une optimisation des processus et un programme de retour des de bobines qu'on va voir dans une slide un peu plus tard. Sur votre droite, il y a le même travail qui a été fait avec la deuxième solution, c'est-à-dire comparer encore une fois la solution traditionnelle à la nouvelle, solution, système de distribution. Pareil, là ici, on avait
traditionnellement 48 câbles à 2 fibres chacune, alors que la nouvelle solution n'a utilisé qu'une seule liaison préconnectorisée à 96 fibres. Et là, on a vu une réduction de l'empreinte carbone de 55 grâce à l'élimination, du matériel, à une optimisation des processus, logistiques et là aussi à une consolidation des câbles. Et ce qui est important ici, c'est qu'il y a 2 points chauds qui, qui sont, la réduction de l'impact de l'électricité, mais aussi la réduction des matières premières qui ont été utilisées et ces 2 éléments sont les 2 facteurs qui ont eu un plus grand impact dans la réduction sur l'empreinte carbone. Donc, on va regarder, d'un peu plus près, ces 2 éléments. Donc, on va d'abord voir l'impact de la fabrication de fibres optiques sur l'électricité et là, on a fait une ACV, cradle to gate, c'est-à-dire, du berceau à la tombe de 1 kilomètre de fibre optique. Donc c'est pour voir les émissions de CO2 pour 1 kilomètre de fibre et vous voyez dans la barre du haut, l'impact de l'électricité est assez grand. Donc, ce qui est important ici à savoir, c'est que la barre de haut, l'ACV a été faite sur une fibre qui a été, produite aux États-Unis et c'est un élément qui est important à savoir, vu que la source des énergies qu'on utilise, la source de l'électricité est importante. On sait tous que certaines régions du monde vont utiliser de l'électricité renouvelable et des énergies renouvelables beaucoup plus que d'autres. La barre du dessous, c'est la même fibre, donc c'est un modèle qui a été fait en, en assumant que 100 de l'électricité qui a été utilisée pour la fabrication de ce kilomètre de fibre vient d'une source renouvelable. Et vous voyez, dès qu'on bascule vers des sources, renouvelables, l'impact de l'électricité sur les émissions de CO2 est drastiquement réduit. On voit à peu près une réduction de 70 à 80. Là, nous allons voir le deuxième volet, donc l'impact, là, c'est l'impact de la densité sur les matières premières et là, je reviens un peu sur l'exemple d'avant où on a gardé le même nombre de fibres pour la solution traditionnelle et la nouvelle solution, sauf qu'on a réduit, drastiquement le nombre de fibres qui ont été utilisées. Les images que vous voyez ne sont pas à échelle, mais ce qui est important, c'est de savoir que donc le câble de gauche, c'était un câble à 144 fibres, on a dû en utiliser 20 et dans la nouvelle solution, on a eu besoin que d'un seul câble, celui de droite, à 2 880 fibres. En comparant les ACV de ces 2 solutions, c'est-à-dire 144 fibres fois 20 en comparaison au deuxième câble, on voit, pareil que l'impact des matières premières a été drastiquement réduit. Évidemment, vu qu'on a gardé le même nombre de fibres, le but de la solution est le même, sauf qu'on a utilisé beaucoup moins de matières premières. On a réduit ces matériaux de 70, le poids de la solution a été réduit de 60 et l'impact total sur l'empreinte carbone a été réduit de 30 à 40. Et là encore, un autre exemple de la réduction de l'empreinte carbone grâce à la réduction des matières premières. Là, c'est un exemple où on regarde à la fibre elle-même. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche, vous avez, un graphique qui vous montre l'impact sur l'empreinte carbone de 3 différents types de fibres et la différence entre ces fibres, c'est le diamètre de la fibre elle-même. Donc vous avez une comparaison d'une fibre à 242 microns à celle de 200 microns et enfin à celle de 190 microns de diamètre. Et vous voyez que plus on réduit le diamètre de la fibre, donc on réduit un peu le matériau, il y a bien sûr un impact sur les émissions de CO2. Et là, on a vu à peu près une baisse de 3. Bien sûr, si on parle de fibre, ça a directement un impact sur le câble. Donc, on a fait une comparaison sur la partie de droite. On a fait un ACV de deux câbles identiques
Donc c'est des câbles à 72 fibres, sauf que l'un a été fabriqué, pardon, avec de la fibre à 242 microns et l'autre avec une fibre à 200 microns, et on a pu réduire le diamètre du câble de 17. Et bon, même si, c'est peut-être pas l'aspect le plus important, mais l'empreinte carbone, heu, est aussi impactée par nos emballages. Chez Corning, on a fait un programme sur certains de nos produits où, on a permis en fait à nos clients de nous renvoyer les bobines, et ce qui nous permet aussi de les réutiliser à plusieurs reprises. Et là aussi, vous voyez un graphique, heu, où l'impact des matériaux a été réduit, drastiquement au bout de 20 utilisations, et a carrément disparu au bout de 100 utilisations. Bon, ce qui est assez normal vu que, enfin le grand chiffre que vous voyez sur la partie de gauche, est dans le scénario où on a une bobine qui n'est plus réutilisable. Donc ce qui est important de savoir, c'est que l'ACV doit faire partie, et fait partie, en tout cas chez Corning, même dans l'ADN de l'entreprise, et ça doit faire partie du processus d'innovation. Donc l'impact de l'efficacité énergétique et du mix électrique est significatif. Il y a les câbles et le matériel à haute densité offrent ces possibilités de réduire l'empreinte carbone, et encore une fois, l'ACV doit être fait partie et doit faire partie intégrante du processus d'innovation très tôt dans l'innovation et dans la production et le design de nos produits. Et pour clore cette partie, je pense qu'il est important aussi de comprendre que, dans notre industrie, il est vraiment essentiel que les fabricants et les clients puissent travailler ensemble, mais aussi qu'il y ait un engagement avec tous les partenaires qui sont dans cette industrie. Je pense que c'est une ques la question de l'impact sur l'environnement n'est pas une question seulement des fabricants comme Corning, mais chaque partenaire a son impact, et on doit être, en accord et travailler ensemble vers ces objectifs-là. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir des méthodes normées et des données fiables pour avoir une normalisation à travers l'entreprise. Et enfin, le troisième point que j'avais mentionné déjà avant, c'est l'innovation. Il faut que l'impact sur l'environnement fasse partie du processus d'innovation, mais aussi, je pense qu'il est important de le savoir, c'est que ça permet aussi aux entreprises de trouver de nouvelles innovations. En fait, ça ouvre des portes pour créer de nouvelles innovations qui peuvent servir notre industrie. N'hésitez pas aussi à nous contacter sur le mail, que vous voyez à l'écran, et restez connectés avec Corning, via les réseaux sociaux. Vous avez donc les liens qui s'affichent à l'écran. Julien Leroy, moi je suis président de la commission technique des câbles de communication au SICABEL. Donc les câbles de communication, bah, ce sont ces fameux câbles de données qu'on appelle aussi câbles LAN. Et je vais vous présenter, moi, sur ce webinaire, le livre blanc qu'a réalisé le SICABEL sur le POE appliqué à la gestion technique du bâtiment. Voilà. Et je suis par ailleurs aussi responsable système et business développement chez Acom. Hop. Alors, quelques mots sur le SICABEL. Donc, le SICABEL, on représente une industrie majeure qui est l'industrie des fils et des câbles électriques et de communication. Majeure parce que les fils et câbles sont partout, tout autour de nous, le plus souvent cachés, mais ils sont là et présents et utiles. Et même quand on est, je dirais, quand on utilise des moyens sans fil comme le Wi-Fi ou comme la technologie 3G ou 4G, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours du câble pour alimenter les antennes en énergie, en data. Et donc, effectivement, le SICABEL contribue à façonner la France d'aujourd'hui et de demain. Notamment, le SICABEL est impliqué avec ses adhérents dans des grands chantiers comme le déploiement de la fibre optique qui arrive bientôt à son terme,
mais aussi d'autres chantiers, comme notamment la transition énergétique, qui va être au cœur de nos préoccupations aussi dans les prochaines années. Alors, le CICABEL, dans le cadre de sa mission d'information, publie régulièrement des guides et des documents techniques sur différents sujets. Donc là, sur ce slide, vous en voyez quelques-uns à l'écran. Notamment, par exemple, il publie régulièrement les chiffres sur l'avancement du plan France Très Haut Débit et donc le nombre d'abonnés rendus raccordables à la fibre optique. Et puis, il publie aussi du coup des livres blancs. Donc, sur la droite, vous pouvez en voir 2 sur le PoE. Le premier qui doit dater d'il y a 2 ans sur le PoE et ses applications, qui traite principalement des normes et aussi des règles, des bonnes pratiques pour une installation en PO. Et puis, le deuxième livre blanc qui est plus récent, qui est sorti début de cette année, qui est en fait une étude que je vais présenter ici, qui a été réalisée avec différents bureaux d'études, qui en fait compare une solution traditionnelle à une solution PoE pour la GTB. Je vais expliquer du coup pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le PoE. Donc le PoE ou Power over Ethernet, c'est une technologie mature, maintenant très mature, puisqu'elle fête cette année ses 20 ans, déjà 20 ans d'utilisation du PoE. Ça date de 2003, avec la toute première norme de PoE. C'est une technologie qui est complètement interopérable, puisque justement normalisée, et qui permet du coup l'alimentation et en puissance et en données de différents équipements. Donc effectivement, en 2003, c'était la première norme qui a permis du coup l'alimentation, par exemple, de téléphones IP. Donc là, on était sur de basses puissances. On est à peu près sur 15 watts à la source, c'est-à-dire au niveau du switch. Donc c'est suffisant pour alimenter des téléphones IP. Ensuite, il y a une deuxième version du PoE qui date de 2009, qui s'appelle le PoE+, qui a permis d'aller plus loin en termes de puissance, d'aller jusqu'à 30 watts. Donc 30 watts toujours à la source pour alimenter des points d'accès Wi-Fi, des caméras, des répéteurs aussi. Et puis plus récemment, donc la norme a encore évolué, la norme PoE, pour aller chercher toujours plus de puissance. Et là, cette fois-ci, on parle de PoE++, et puisqu'on va en fait avoir 90 watts de puissance au niveau du switch à la source. 90 watts, ça va permettre encore d'élargir le champ des applications, et donc ça offre la possibilité, ce qu'on va voir après aussi, de raccorder de nouveaux équipements comme l'éclairage. L'éclairage, c'est un cas intéressant puisque effectivement le PoE, la puissance a monté au fil des années, comme on le voit. A contrario, en fait, la puissance de l'éclairage, elle a baissé à l'inverse au fil des années. Ce qui a permis cette baisse, notamment, c'est l'arrivée de la LED massivement dans l'éclairage, qui permet en fait de diminuer drastiquement les consommations. Et donc maintenant, effectivement, on trouve des panneaux d'éclairage, typiquement on est aux alentours de 30 watts, des spots aux alentours de 10 watts. Donc avec le PoE, on va pouvoir raccorder ces éclairages, on va pouvoir même du coup en raccorder plusieurs sur le même lien. On va aussi pouvoir accorder du coup des caméras beaucoup plus sophistiquées, avec des systèmes de zoom, de motorisation, même certaines caméras qui comportent aussi des éclairages. Et donc tout ça, ça va être permis par rapport à cette nouvelle norme qui date du coup de 2018, PoE++. Alors, le bâtiment intelligent, on parle de smart building, de bâtiment intelligent. Cette notion a beaucoup évolué au fil des années. Le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui offre plus de confort à ses usagers, plus de sécurité. Mais depuis plusieurs années, ça a pris aussi une autre dimension. Notamment maintenant, le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui doit être de plus durable. Plus durable, c'est-à-dire qui doit faciliter la réduction de la consommation d'énergie. On en a beaucoup parlé l'hiver dernier. Donc facilité par des automatisations, c'est aider les occupants à réduire les consommations d'énergie. C'est aussi un bâtiment qui doit permettre aussi de contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, notamment à l'utilisation. Le marché du bâtiment, c'est un marché qui est gigantesque. On parle d'un marché aux alentours de 1 milliard de mètres carrés. Sur 5 milliards de mètres carrés, effectivement, la part du neuf est très faible. Il y a à peu près 1% de bâtiments neufs tous les ans. Donc, c'est-à-dire que le gros du marché, effectivement, c'est le marché de l'existant.
Et donc, sur ce marché, effectivement, on n'a que 10% des bâtiments, en fait, aujourd'hui, qui sont équipés de systèmes de monitoring qui permettent de la remontée d'informations. 10%, c'est-à-dire qu'il y a 90% de ces bâtiments qui ne possèdent pas ces solutions. Sur ce marché aussi, le tertiaire, finalement, on parle beaucoup du résidentiel, mais en fait, le secteur tertiaire est très contributeur, très émetteur de gaz à effet de serre, notamment parce que dans le secteur tertiaire, on va retrouver l'utilisation de la climatisation qui va être beaucoup plus importante que dans le secteur résidentiel. Donc, en résumé, effectivement, par rapport à ça, on a aujourd'hui un marché qui va devoir faire sa transformation. Ce qui va aider à faire cette transformation, en tout cas, l'État a pris les devants à réglementer par rapport à ça, parce qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de contraintes, le marché évolue toujours très lentement. Et donc, par rapport à ça, il y a 2 décrets importants que l'État a pris. Le premier, c'est le décret tertiaire. Le décret tertiaire, donc, il impose en fait une réduction de la consommation d'énergie, donc pour les bâtiments de plus de 1000 m². Donc, on va retrouver 40%, il impose de réduire les consommations d'énergie de 40% en 2030, de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui va s'étaler sur plusieurs années. Pour arriver à faire ça, il y aura plusieurs leviers. Un des leviers, justement, ça va être l'utilisation d'une GTB. On considère qu'une GTB permet de réduire les consommations d'énergie de l'ordre de 30%. Donc, ça fera pas non plus tout ça répondra pas, ça fera pas tout le palier qui est demandé par le décret tertiaire, mais ça, on va faire une bonne partie. Il faudra faire des efforts supplémentaires, par exemple en travaillant sur le choix de la production de chaleur, en travaillant sur l'isolation des bâtiments. Enfin voilà, il y a d'autres leviers, en travaillant aussi un petit peu sur sur les occupants et sur la partie pouvoir sensibiliser en tout cas les occupants et puis faire attention à nos éco-gestes. Je cherchais le mot. Mais ça, on sait que ça fait qu'une petite partie, c'est 5 à 10%, et donc c'est un ensemble de leviers qui font qu'on va arriver après à 2050 à ces 60%. Il y a un deuxième décret qui est important, qui est le décret BAX, qui lui va imposer en fait l'utilisation d'une GTB. Donc là encore, on va avoir deux volets sur ce décret BAX. Le premier volet, en fait, il va imposer donc une GTB pour les bâtiments qui consomment, qui utilisent une puissance de plus de 290 kW. Donc ça, c'est des bâtiments généralement qui font plus de 3000 m². Ça va aller assez vite puisqu'en fait, il impose cette GTB pour ces bâtiments à partir du 1er janvier 2025. Donc encore une fois, c'est une obligation. Et puis, il a été amendé cette année, en avril de cette année, ce décret BAX, pour couvrir aussi plus largement des bâtiments qui vont consommer, qui vont avoir une puissance, donc pour la partie chauffage, climatisation, de plus de 70 kW. Donc là, c'est des bâtiments qui vont être sur une surface de plus de 1000 m². Et donc là, ils vont avoir un petit peu plus de temps, ces bâtiments, et donc ils devront se mettre en conformité avec cette réglementation d'ici au 1er janvier 2027. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui va arriver assez vite et donc avec un effet réglementaire important. J'arrive du coup sur cette étude du CICABEL, maintenant qu'on a planté le décor au niveau du marché. Donc cette étude du CICABEL vise effectivement à comparer deux architectures en GTB. Donc une première architecture qui est sur une GTB dite traditionnelle par rapport à une architecture en PoE. Donc vous pouvez voir là sur l'écran deux synoptiques. Donc à gauche, on retrouve une architecture GTB traditionnelle, où là, on va avoir deux types de câblage. On retrouve du câblage classiquement, un câblage d'énergie pour alimenter en puissance, et puis un câblage pour la partie données. Et donc, sur la droite, on va avoir ce câblage en PoE, où on va retrouver qu'un seul câble pour transmettre les données et la puissance. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'effectivement, on va avoir une architecture qui va être largement simplifiée, puisqu'on n'a qu'un seul câble. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres avantages. Je dirais que comme autre avantage, l'utilisation du PoE fait qu'on est sur de la basse tension. Donc, on ne va pas avoir besoin d'habilitation électrique
pour pouvoir faire le branchement des équipements. Donc ça, c'est aussi un point important. Et puis, on va avoir aussi le fait d'avoir qu'un seul câble. On va avoir aussi une diminution des chemins de câbles puisqu'on aura moins de câbles à poser. Sur le slide suivant. Donc, cette étude comparative entre la solution traditionnelle et la solution PE, pour la mener à bien, on s'est appuyé sur un bureau d'études qui est Egis. On a dû définir avec eux effectivement un certain nombre d'éléments pour faire ce comparatif. Notamment, on a fixé la surface du bâtiment. Donc, en l'occurrence, on a pris un plateau de 1200 mètres carrés. Et dans ce plateau de 1200 mètres carrés, on va retrouver différents équipements. Donc, on va retrouver de l'éclairage, on va retrouver du store et on va retrouver de la CVC. Pour piloter tout ça, on va avoir un capteur multifonction qui va classiquement qui va faire la détection de présence et de luminosité pour pouvoir allumer ou éteindre l'éclairage ou les équipements ou les autres équipements, voilà, en fonction de la détection. Donc ça, ces hypothèses-là ont été fixées et sont les mêmes pour la solution traditionnelle comme pour la solution POE. On a fixé aussi pour faire cette étude, notamment ça nous a servi pour faire la comparaison de l'impact carbone. On a fixé aussi donc le niveau de puissance de chaque équipement et aussi le taux d'utilisation. Effectivement, suivant le type d'équipement, le taux d'utilisation ne va pas être le même. Pour la partie éclairage, par exemple, on a considéré un taux d'utilisation de 30%, donc qui représente une utilisation 12 heures par jour pendant 230 jours. La CVC, on a considéré que ça fonctionnait à 100% parce que même s'il n'y a personne, il faut quand même pouvoir garantir, maintenir le bâtiment à une certaine température, que ce soit en été comme en hiver. Et puis, pour la partie store, effectivement, là, le taux d'utilisation, c'est quelque chose de très ponctuel. On fait un cycle de montée ou de descente, enfin deux cycles en tout cas, on a considéré par jour, mais de façon très ponctuelle. Donc là, on a considéré un taux d'utilisation qui est en réalité proche de 0% dans la réalité. Donc, toutes ces hypothèses, comme je disais, nous ont permis en fait de pouvoir faire cette comparaison carbone entre la solution traditionnelle et la solution PE. Et donc, on va voir du coup sur les prochains slides, on verra après du coup effectivement les 3 conclusions qu'on en tire. Le dernier point sur cette étude comparative, d'un point de vue principe de fonctionnement, j'ai déjà expliqué, mais je vais compléter par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc, sur une GTB classique, effectivement, comme je disais, on va trouver de la partie câble d'énergie pour alimenter les équipements en énergie et des câbles de données. Sur l'éclairage, on a considéré une utilisation du protocole DALI pour le pilotage, ce qui se fait classiquement sur la GTB classique. Sur la partie PoE, donc là, on va en fait utiliser des câbles informatiques, des câbles de données, ce sont ces fameux câbles LAN. Donc en l'occurrence, on a pris un câble catégorie 6A pour pouvoir en fait transmettre les données et la puissance en PoE. Et puis, on va avoir du coup une BGTB en solution PoE. On va retrouver une BGTB qui va remplacer le traditionnel TD en solution traditionnelle. Et donc, dans cette BGTB, on va intégrer des switches PoE qui vont du coup faire l'injection de cette puissance et la transmission de données via les câbles. Donc, en conclusion, par rapport à cette étude, le premier point de conclusion, c'est sur la partie économique. Ce qui ressort de cette étude, et donc là, pour faire cette étude économique, en fait, on a décomposé précisément les coûts sur chaque solution, la solution traditionnelle et la solution PoE. On a pris en compte l'ensemble des coûts, c'est-à-dire l'ensemble du matériel. On a calculé le mètre de chaque type de câble utilisé. Et puis, Egis a évalué aussi, en tout cas, ils ont pris dans leur base des coûts d'installation qu'ils avaient pour ces 2 solutions, de façon à avoir une photo globale du coût de la construction sur chacun des postes. Donc, ce qui ressort, en fait, c'est que c'est à iso-coût. C'est même voire un petit peu moins cher pour la solution PoE, puisqu'en fait, elle ressort 3% moins cher qu'une solution GTB classique. Ce qui est intéressant aussi, c'est surtout de voir qu'il y a un transfert des postes. C'est-à-dire que si on prend comme référence la solution classique, la solution traditionnelle, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, en solution PoE, le poste, le lot courant fort va être beaucoup plus faible, en fait, d'un point de vue impact économique. C'est normal, puisqu'on va avoir moins de disjoncteurs, on a supprimé les câbles d'énergie, on va avoir une réduction des chemins de câbles. Donc, ce lot courant fort va être moins important sur une solution GTB en PoE.
A contrario, le lot courant faible va être un petit peu plus important puisqu'on va rajouter effectivement les câbles de données, on va rajouter des switches et des convertisseurs. Donc, effectivement, il y a un transfert de l'eau, et ça, c'est important de bien le prendre en compte. Mais au global, quand on prend la photo globale, on a quelque chose qui aille the coût, voire un petit peu moins cher, avec les avantages que permettent le PoE, notamment le fait d'avoir des équipements qui vont être directement connectés en IP, qu'on va pouvoir piloter directement à distance. Le deuxième point important, c'est sur la consommation de cuivre. Là, dans cette étude, et ce que j'ai expliqué sur le calcul du mètre de câble sur chaque solution, en fait, ce qu'on a remarqué, la conclusion, c'est qu'on divise par 2, c'est assez énorme, on divise par 2 la consommation de cuivre. Comment on arrive à faire ça? Le premier point, c'est qu'effectivement, on a utilisé un câble unique au lieu de 2. Forcément, déjà, ça diminue la consommation de cuivre de façon assez importante. Le deuxième point aussi, c'est qu'on a pris en compte la capacité du PO à chaîner différents équipements, toujours dans la limite de la puissance des 90 watts. Mais ce qui fait qu'avec un port de switch, dans cette étude, on a pris en compte le fait qu'on pouvait chaîner effectivement plusieurs éclairages pour arriver à ce 90 watts. C'est pareil pour les stores, c'est pareil pour la partie CVC. Donc ça contribue aussi à la réduction de cuivre. Et quand on regarde du côté marché, alors effectivement, divisé par 2 comme ça la quantité de cuivre, on se dit ouais, c'est bien. Mais quand on regarde d'un point de vue marché dans les années à venir, ce qui va se passer, il y a eu beaucoup de publications sur le mois de septembre, d'ailleurs sur ça dans les journaux. On voit qu'il va y avoir de fortes tensions à venir. Pourquoi il va y avoir de fortes tensions sur le cuivre? C'est notamment du fait qu'on va avoir de plus en plus en fait, de besoins en cuivre dans les années à venir. On considère que la demande en cuivre va passer de 25 à 50 millions de tonnes en 2035. Donc c'est énorme, on va avoir une demande en cuivre qui va doubler. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le fait de passer aux véhicules électriques. Ça nécessite beaucoup plus de câbles en cuivre et surtout parce qu'on a beaucoup plus de capteurs dans une voiture. Enfin, c'est une somme de choses. Mais en tout cas, effectivement, le passage à l'électrique va demander beaucoup plus de cuivre. Il y a les bornes de recharge, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Le deuxième point, c'est la transition énergétique. Donc le raccordement des parcs éoliennes, le raccordement des parcs photovoltaïques, ça nécessite aussi du câble, il faut du cuivre. Et puis le troisième point, c'est la consommation de composants électroniques qui continue à augmenter, on a de plus en plus de composants électroniques. Donc d'un côté, en fait, sur la partie cuivre, une demande qui va doubler. De l'autre, on a aussi une production qui stagne. Ça stagne parce que pour ouvrir une mine de cuivre, c'est très long, il faut 10 à 15 ans. Et aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui font que les industriels ne sont pas enclins aujourd'hui à ouvrir facilement des mines de cuivre, notamment le fait que les taux d'intérêt sont assez élevés, notamment le fait que on a exploité les mines de cuivre qui étaient les plus faciles à exploiter, qui avaient le taux de pureté de cuivre le plus important. Et donc, il reste des mines qui sont plus difficiles d'accès, dont le taux de pureté est plus faible. Donc, les industriels sont moins enclins à aller vers l'exploitation. Et puis, des coûts d'investissement qui sont assez importants. Mais donc, tout ça fait que dans les années à venir, on va avoir une tension de plus en plus forte sur le cuivre, avec possiblement un impact sur le prix de cuivre et possiblement aussi, du coup, des problèmes de pénurie de cuivre qui pourraient arriver dans les 10 prochaines années. Donc, on parle beaucoup du lithium, de ces matériaux-là, mais le cuivre aussi, vous entendrez de plus en plus parler par rapport à ça. Donc, c'est pas anodin quand on dit, en PO, on s'est divisé par 2 la quantité de cuivre, c'est pas anodin, ça aura un impact. Et enfin, le troisième point, c'est sur l'empreinte carbone. Alors, sur l'empreinte carbone, c'est ce qui a été plus difficile à faire, ce comparatif. Ça a été le plus difficile à faire, je vais expliquer. Donc, on a démarré cette étude effectivement en 2021 sur l'empreinte carbone avec les données existantes. Et en fait, les données existantes, c'est pour faire le comparatif, il a fallu trouver les données en solution traditionnelle et en solution PE. Et donc, on s'est basé effectivement sur les bases qui existaient en 2021. Et ça, effectivement, c'est pas forcément facile puisqu'en fait, déjà, il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, c'est pour ça que je parlais au début, on a dû fixer des hypothèses. Il a fallu aussi s'assurer qu'on soit sur les mêmes cycles, sur la partie utilisation, c'est-à-dire qu'en solution traditionnelle, typiquement, par exemple, les câbles d'énergie sont une certaine durée qui n'est pas la même que sur les câbles data. Ça ne veut pas dire que l'un ne pouvait pas faire plus, mais en tout cas, c'était des règles qui étaient définies. Donc, il a fallu remettre effectivement la même durée d'utilisation pour comparer ce qui est comparable.
Et puis, il a fallu aussi, du coup, pouvoir regarder aussi l'impact carbone à la bonne puissance, puisque les PEP sont définis, que ce soit sur la solution traditionnelle ou la solution PE, je parle pour la partie câble, ils peuvent être définis pour une certaine puissance. Et donc, il a fallu aussi pouvoir aller précisément sur la puissance des équipements pour pouvoir comparer ces données. Ça n'a pas été facile à faire. On s'est appuyé sur Régis et donc sur les fabricants du SICABEL pour pouvoir le faire. Et on arrivait à la conclusion, effectivement, que sur la solution GTB en POE, on arrivait à diminuer l'empreinte carbone de 15%. Alors, quand on dit 15% de diminution, là, on n'est que sur le périmètre câble plus chemin de câble, puisqu'en fait, c'était les données qui étaient disponibles au démarrage de l'étude en 2021. L'idée, c'est d'aller plus loin, et donc on va lancer une suite de cette étude sur la partie empreinte carbone qui va du coup continuer sur l'année prochaine, sur 2024, où là, on va pouvoir poursuivre cette étude sur l'ensemble du périmètre, sur l'ensemble du système complet, donc en incluant tous les équipements, c'est-à-dire les drivers d'éclairage, les drivers de store, les drivers de CVC, le switch pour la partie POE, enfin bref, l'ensemble des équipements, de façon à avoir bien la photo globale et voilà, et pas avoir une vision partielle comme on peut l'avoir aujourd'hui. Mais néanmoins, en tout cas, pour le moment, on voit que c'est plutôt favorable sur la solution POE. Qui va concerner donc l'impact des réseaux IT dans le tertiaire et qui va nous conduire à comparer notamment les architectures en cuivre et en fibre optique dans ce contexte. Quelques éléments de contexte pour commencer. On se familiarise tous depuis quelques années avec les fameuses limites planétaires, les 12 limites planétaires. On en a 9 qui ont été atteintes en 2023. Et donc, ça vaudrait le coup, ça serait intéressant de se préoccuper de l'ensemble de ces limites et de comparer ou de regarder l'impact de l'IT sur toutes ces différentes limites. Nos moyens ne nous le permettent pas, donc on s'est focalisé depuis 2-3 ans sur l'impact de la contribution carbone, afin de limiter le réchauffement climatique, bien sûr, et puis la réaffection du cuivre, comme ça a été expliqué par Julien Leroy précédemment. C'est un métal qui a un rôle particulier dans le cadre de la transition, et donc le réserver aux meilleurs usages qui permettent de réaliser cette transition, c'est tout à fait important. Donc c'est les deux sujets qui nous préoccupent, et dans le cadre du temps imparti ce matin, je vais me concentrer sur la partie contribution carbone. Vous avez vu l'étude qui a été réalisée par Aegis, notamment pour le SICABEL, sur l'impact cuivre et carbone dont on vient de parler. Et en miroir, on a fait une étude relativement similaire sur l'impact carbone et cuivre pour les architectures de réseau, les architectures IT dans le domaine du tertiaire. Cette étude sera complétée en 2024 par une comparaison de ces technologies avec les technologies non filaires comme la 5G et le Wi-Fi. Ces technologies, et donc cette étude nous permettra de nous revoir lors d'un prochain webinaire en 2024 pour apporter des éléments complémentaires à ce que l'on va présenter ce matin. Rentrons dans le vif du sujet avec cette comparaison entre le cuivre et l'optique dans le domaine du tertiaire. C'est vraiment ce périmètre qui nous intéresse aujourd'hui. L'objectif de l'étude, c'est donc de comparer 3 architectures, les 2 les plus utilisées aujourd'hui, le câblage cuivre sur PERTOS AB et le câblage optique de type FTTO avec des micro-switches au poste de travail. On va aussi intégrer dans cette étude le Passive Optical LAN, qui est une architecture qu'on voit se développer, même si elle joue encore aujourd'hui un rôle mineur dans le domaine du tertiaire. Pour les scénarios que l'on étudie, on voit bien qu'on va avoir un écart entre un petit bâtiment qui a un seul local technique, quelle que soit l'architecture, fibre, cuivre ou passive optical LAN, et un grand bâtiment où on va voir des rocades, des sous-répartiteurs. Donc on a décidé d'étudier 2 types de bâtiments, un petit bâtiment tertiaire de 200 postes de travail et un bâtiment plus important de 2000 postes de travail. Et on a confié à un bureau d'études le soin du coup d'étudier ces 3 architectures sur ces 2 bâtiments de façon à voir la liste des composants des 3 réseaux concernés à chaque fois. Dans ce périmètre, on ne s'est pas borné à l'impact des câbles.
ou des connecteurs ou des cordons, mais à l'ensemble des équipements réseau, incluant les produits actifs. Les produits actifs, on va le voir, sont des très grands contributeurs sur le plan du carbone, l'impact global du réseau, et donc il était vraiment important de les prendre en compte, puisqu'on n'a pas le même nombre de produits actifs lorsqu'on est en fibre ou en cuivre, et on n'a pas les mêmes consommations, puisqu'un produit actif qui alimente un réseau cuivre Ethernet, on va dire, a une consommation plus réduite qu'un produit actif en optique, qui lui fait la conversion entre de l'électronique et de la photonique. Voilà. En dehors de ce périmètre, on n'a pas étudié l'impact sur l'architecture, sur le réseau électrique, puisque dans les architectures FTTO ou Passive Optical LAN, en disséminant dans le bâtiment des équipements électroniques, des ONT, des microswitches, on a probablement besoin d'un peu plus de prises électriques que dans une architecture en cuivre. Et donc là, ça mériterait d'être étudié, mais ça n'a pas été pris en compte dans l'étude qu'on a menée. Un point important avant de démarrer. Évidemment, cette étude, elle est basée sur la science, et comme Corning précédemment, on s'inscrit tout à fait dans cette logique prônée par le SBTI. Mais plus précisément, je voudrais préciser qu'il n'y a pas d'intérêt particulier pour nous à promouvoir au travers de cette étude le cuivre ou l'optique. Lorsqu'on vend un réseau cuivre, on vend évidemment des câbles. Lorsqu'on vend de l'optique, on vend aussi d'autres composants comme des tiroirs optiques et des connecteurs. Et au final, sur les 2 bâtiments étudiés, le chiffre d'affaires ou le volume de marge pour Accom est identique sur les 3 solutions que l'on a annoncées. Le mix produit change, mais donc on n'a pas un intérêt à promouvoir autour de cette étude, un intérêt économique pour Accom. On s'inscrit plutôt dans une logique de faire évoluer, si ce n'est la science, au moins la connaissance de la filière bâtiment, de façon à améliorer la prise de décision, enfin permettre aux décideurs de prendre une décision plus éclairée. Le deuxième point, c'est que ces données, c'est un très gros travail de compilation qui nous a pris presque 2 ans, et aujourd'hui, on ne peut pas les partager totalement de façon ouverte avec le marché, mais on est ravis, on a commencé à le faire, on est ravis de les partager avec des acteurs qui auraient un intérêt, et avec qui on pourrait signer un accord de confidentialité, et du coup de partager toutes les données qui sont derrière les résultats de l'étude que je vais vous montrer maintenant. Et enfin, un appel à contribution. On manque encore de données, notamment sur les produits actifs, et tous les bureaux d'études, les constructeurs, les équipementiers qui seraient intéressés pour participer à affiner l'évaluation que je vais vous présenter sont évidemment bienvenus à nous contacter pour affiner ces résultats. Comment on a procédé? Eh bien évidemment en utilisant les ACV, les fameuses analyses du cycle de vie dont il a été question précédemment dans ce webinaire. On a du coup utilisé la somme des composants, la somme des ACV des composants déployés dans les différents réseaux pour avoir une empreinte globale du réseau, et on a tiré un certain nombre de conclusions que je vais vous présenter maintenant. Pour certains composants, on a dû faire des approximations. Donc c'est pour ça que cette étude est une évaluation et pas un calcul tout à fait précis, mais elle permet de donner les bons ordres de grandeur entre l'impact des produits actifs, l'impact des différents composants. Donc cette approximation, quelques exemples de cette approximation. Et voici, par exemple, vous avez sur les produits en illustration à droite, une alimentation d'un ONT ou d'un microswitch au poste de travail. L'analyse du cycle de vie de ce composant, on ne la connaît pas. En tout cas, elle n'est pas disponible sur les bases publiques, les bases type INIES ou PPCO Passport qui on va dire, alimentent la filière avec des ACV, avec des profils environnementaux produits. Par contre, à côté, on a une alimentation qui a les mêmes caractéristiques, qui de mémoire est une alimentation Schneider, et qui, elle, a à peu près le même volume, le même poids, les mêmes composants, et surtout la même performance électrique.
qui est donc tout à fait comparable, et on a pris l'ACV, qui est une ACV certifiée par un tiers de ce composant, pour se substituer à celui qui est à gauche. De la même façon, en dessous, on a une ACV qui existe sur la base Ignace d'un pigtail, c'est-à-dire d'un morceau de fibre avec un connecteur, et on s'est permis de doubler, on va dire, l'impact de ce pigtail pour obtenir l'ACV d'un cordon, qui est quand même tout à fait similaire. Encore une autre approximation, lorsqu'on fait du FTTO ou du Passive Optical LAN, on dissémine des équipements pour distribuer l'optique dans le bâtiment. Ça ressemble globalement à un tiroir optique, sauf que voilà, ça peut avoir des formes légèrement différentes, mais on est sur des produits qui ont les mêmes poids en acier, le même nombre de connecteurs, donc des impacts assez similaires. Et donc on a remplacé, substitué, lorsqu'on avait besoin, à ces produits, l'impact carbone d'un tiroir optique qui lui était connu. Voilà les différents types d'approximations qu'on a réalisés pendant cette étude. Alors, premier résultat, le cas d'une rénovation. Dans le cas de cette rénovation, et non pas d'un bâtiment neuf, on va avoir là sur la gauche 200 postes de travail, sur la droite 2000 postes de travail, et donc nos trois architectures, Passive Optical LAN, FTTO et cuivre, avec un bar graphe qui permet de distinguer l'impact du manufacturing, c'est-à-dire la construction de ces équipements, la phase usage en jaune que l'on voit extrêmement importante, c'est-à-dire la consommation pendant 20 ans des équipements électroniques, des équipements de réseau sur ce réseau. Et puis des phases qui sont totalement marginalisées, comme la fin de vie, la phase d'installation et la phase de distribution, et dont les enjeux sont relativement faibles, encore une fois, lorsqu'on ramène ces ACV à une utilisation sur 20 ans. Petite précision d'ailleurs sur la phase d'utilisation. Donc, on a considéré que les produits actifs pouvaient durer 10 ans. C'est peut-être déjà beaucoup. On pourrait moduler cette étude avec le fait qu'on change des produits actifs 3 fois sur 20 ans, puisque des durées de vie de 7-8 ans sont relativement courantes sur l'actif. Par contre, on imagine bien qu'un chemin de câble ou une baie de brassage, si on voulait la maintenir en fonction pendant 20 ans, on pourrait le faire sans difficulté, ou un câble cuivre par exemple. Donc on se retrouve avec plusieurs éléments, on va dire, intéressants à tirer de cette analyse. La phase d'usage est extrêmement importante, et puis globalement, les architectures cuivre et optique FTTO sont, on va dire, dans des niveaux similaires. La partie Passive Optical LAN est pour le coup plus intéressante. Lorsque l'on bascule sur une autre vision de ces données, c'est-à-dire de regarder quelle est la part des équipements qui est le plus impactant, on voit bien que la partie baie de brassage et boîtier est tout à fait limitée. C'est le trait noir dans le bas du graphique. Les équipements actifs présentent l'essentiel de l'impact du réseau. Et une surprise, c'est la part des cheminements, qui n'est pas négligeable. Alors, c'est pas majeur, mais c'est quand même une part relativement importante. Alors, elle est plus importante en cuivre qu'en optique, bien sûr, puisque la taille des cheminements pour les nappes de câbles cuivre est plus grande. Quelle est la conclusion, en tout cas les conclusions qu'on pourrait tirer si on avait non pas rénové ces bâtiments, mais si on avait dû les construire? Et si on avait dû les construire, il aurait fallu, et on aurait pu éviter, dans le cas d'un grand bâtiment tertiaire, jusqu'à 100 mètres carrés de local technique. Vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous ai montré les 2 bâtiments que l'on a étudiés. Donc, si on n'avait pas construit le bâtiment qui sert donc à Dior, le bâtiment Cosmo, on aurait pu imaginer 100 mètres carrés de bureaux, de locaux techniques en moins. Et la Fédération française du bâtiment ou d'autres associations donnent toutes des ordres de valeur qui est aux alentours d'1 tonne de CO2 en équivalent CO2, qui est l'impact carbone d'un mètre carré de construction dans le tertiaire aujourd'hui. Donc 100 mètres carrés d'économisés, 100 tonnes carbone équivalent économisé. Et si on ramène ça aux ordres de grandeur que j'ai cités précédemment, on voit qu'un bâtiment qu'un réseau sur 20 ans, on est entre 600, 700, 800, 900 tonnes de carbone, donc 100 tonnes d'économisées. En choisissant la bonne architecture, c'est tout à fait intéressant.
Quelques pistes pour finir, comment on peut tenter de réduire ces impacts. Le premier, j'en ai parlé rapidement, c'est d'augmenter la durée de vie des équipements réseau. Là, on est sur une durée de vie de 10 ans. On voit bien que sur un certain nombre d'équipements, les MTBF, la durée de vie électrique de ces équipements pourrait être largement poussée au-delà d'une dizaine d'années. Voilà, alors considérer qu'on n'ait pas besoin d'une montée en débit et que le débit de 10 gigabits aujourd'hui au poste de travail soit un débit qui soit satisfaisant pour de nombreuses années. C'est possible que du coup un changement d'équipement soit nécessaire dans les 20 ans, mais on peut aussi imaginer sur un certain nombre de postes de travail, on n'ait pas besoin de faire évoluer l'ensemble du réseau vers des débits plus importants et tout un tas de de postes bureautiques puissent rester avec les débits actuels. Donc augmenter la durée de vie des équipements de réseau, c'est extrêmement important, on va le voir. Le deuxième point, c'est une pratique IT, ça ne dépend pas des constructeurs ni du mécanisme, enfin, des principes constructifs qu'on aura choisis pour le bâtiment. Il s'agit de mettre en veille ces équipements, puisque les équipements actifs consomment de façon très importante, on va dire, même lorsqu'ils sont peu sollicités. L'écart que l'on a vu sur un certain nombre de documents et partagé avec différents experts montre que globalement, un switch réseau, lorsqu'il n'est pas sollicité, consomme peut-être 70% seulement de ce qui de sa consommation lorsqu'il est en charge. Et donc on a probablement une piste qui vise à se dire que sur toute une partie du réseau, il faudrait sans doute isoler toutes les fonctions de sécurité et un certain nombre de prises et de points d'accès qui doivent évidemment rester alimentés en permanence. Mais pour toute une partie du réseau, dans le domaine du tertiaire, réduire, couper ces switches la nuit ou le week-end serait probablement une très bonne solution. On va voir l'impact que ça a sur les graphiques suivants. Préférer l'optique sur les grands projets, on économise les rocades, des cheminements, et puis on l'a vu dans le cas de la construction neuve, on peut économiser du carbone en ne construisant pas les locaux techniques. Voilà. Et puis peut-être un gain rapide à faire, on va le voir, en évoluant sur la question des chemins de câbles. Le chemin de câble courant faible, c'est pas un investissement très productif, c'est pas ça qui amène plus de débit à l'utilisateur, c'est pas ça qui amène plus de performance ou qui valorise le bâtiment dans le domaine du tertiaire. Pourtant, on a vu que c'était relativement impactant et qu'il y a sans doute des solutions alternatives à imaginer, de l'innovation qui a proposé pour avoir des fixations légères et réduire le poids de ce chemin de câble dans l'impact global. De la même façon, c'est relativement mineur, mais passer d'une baie de brassage à un bâti-rack, lorsqu'on est dans un local technique, de toute façon, on est dans un local technique sécurisé. Et là, on a un gain en carbone immédiat et relativement facile. Et puis, utiliser des câbles et des composants éco-conçus et recyclables. Et je voulais dire que dans le cadre de l'étude qu'on présente, c'est déjà le cas, puisque nos câbles et notamment nos câbles cuivre ont tous été éco-conçus. Et on a déjà, par rapport à d'autres câbles du marché, sans doute une empreinte carbone qui est plus basse, de près de 20 ou 25% sur la partie câble, par rapport à des câbles qui n'ont pas été éco-conçus. Pour terminer, du coup, quels sont les gains que l'on peut imaginer si on met en œuvre ces premières pistes d'économie? Donc là, vous voyez, on retrouve nos trois architectures, l'architecture passive optical LAN à gauche, le FTTO au centre et le cuivre. La première barre bleue consiste, comme on l'a dit tout à l'heure, à simplement rénover un bâtiment et remplacer son ancien réseau par un nouveau réseau IT, et on est dans le cas du grand tertiaire pour le graphe qui est présenté. Voilà. Donc là, on a un avantage relativement net pour le passive optical LAN et des ordres de grandeur qui sont ensuite plutôt en faveur du cuivre et en dernier lieu moins intéressant pour le FTTO.
Si on est dans le cas de la construction, on voit que le FTTO rattrape totalement le cuivre, puisque là, on a une économie importante qui est liée à l'économie de construction des mètres carrés, et le FTTO et le Passive Optical LAN qui continue à être plus intéressant, puisque c'est 100 tonnes d'équivalent CO2 qu'on peut économiser sur cette phase-là. Si on supprime les cheminements LDB, l'ordre de grandeur, c'est 40 tonnes d'équivalent CO2. Donc c'est un gain rapide que l'on peut faire sur les architectures optiques, puisqu'évidemment, on ne peut pas supprimer ces cheminements facilement dans le cadre d'une installation en cuivre sur paire torsadée. C'est pour ça que les 3 premières barres du graphique sur l'architecture cuivre ne varient pas, puisque ces chemins de câble sont similaires, quelles que soient les configurations. Et enfin, l'extinction de 90% des équipements réseau, la nuit et le week-end, considérant que 10% de ces équipements doivent être maintenus pour tout un tas de raisons de service, pourrait permettre d'économiser sur chacune des architectures aux alentours de 400 tonnes d'équivalent CO2. Donc, ce qui est un sujet intéressant, puisque ça veut dire que là aussi, dans la pratique, des DSI peuvent explorer cette piste relativement facilement, avec des contraintes opérationnelles tout à fait claires, mais en tout cas, on a ici une piste qui, en termes d'ordre de grandeur, est très contributrice à cette réduction de l'impact. Voilà. Donc bonjour à tout le monde. Merci d'être venu sur ce webinaire. Donc on va changer un petit peu de domaine et on va parler dans cette présentation avec mon collègue Olivier Der de la certification des réseaux optiques. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent, il y a des normes qui sont mises en place pour pouvoir faire des certifications pour la caractérisation des réseaux optiques afin de garantir les performances des réseaux et donc d'optimiser les services qui vont transiter sur cette fibre optique. J'arrive pas. Ah, c'est bon. Donc on va revoir un petit peu ce que disent les normes sur la certification optique. Quelles sont les bonnes pratiques pour se garantir de la bonne performance du réseau et pour éviter aussi d'avoir à se redéplacer pour faire des mesures ou d'augmenter les coûts en fait de production. Et enfin, Olivier va vous présenter un concept d'automatisation qui va permettre de certifier les réseaux de bout en bout de façon très automatisée. Donc, que disent les normes aujourd'hui sur la certification des réseaux optiques? Il existe 2 grands organismes pour les normes. Donc, l'organisme TIA, qui est plutôt un organisme américain, et l'organisme ISO IEC qui est ou CEI en français qui est plutôt utilisé donc en Europe. Ces organismes définissent des normes et ces 2 normes deux normes spécifient 2 niveaux de certification pour les réseaux à base de fibre optique. La première certification est appelée certification de base ou tier 1 ou niveau 1. Et c'est une mesure qui consiste à mesurer la perte ou l'atténuation optique, la longueur du réseau et la polarité. Ensuite, il y a un deuxième niveau de certification, niveau 2, tier 2, qui est appelé certification avancée également, et qui donc demande à l'installateur de faire une mesure de réflectométrie. Dans tous les cas, en plus, on va dire, de ce tier 1, tier 2, l'inspection, donc l'inspection et la certification des connecteurs doit être systématique parce qu'on sait que c'est le plus gros problème aujourd'hui sur les réseaux, c'est la cause principale de maintenance des réseaux. L'état de surface des connecteurs, on le voit bien, est très mal entretenu, souvent endommagé, sale, et c'est ce qui cause la plupart des pertes
de liaison optique. Donc, pour revenir là-dessus, la bonne pratique, c'est de faire ce que nous on appelle en anglais inspect before you connect. Donc, c'est de pouvoir inspecter l'état de surface des connecteurs avant de faire toute connexion. Parce qu'une fois qu'un côté d'un connecteur est sale, quand on va les mettre ensemble, l'autre côté deviendra sale et ainsi de suite. Donc, ça peut proliférer tout le réseau comme ça. Donc, faire une inspection avant de connecter est essentiel. Si, bien sûr, le connecteur à l'inspection est sale, eh ben, on va le nettoyer. S'il est endommagé, eh ben, il va falloir le remplacer. Et par contre, s'il est propre, du coup, on peut connecter. Mais si on n'a pas de visualisation de l'état de surface du connecteur, on est incapable de savoir, même si on pense qu'on a, enfin, on a nettoyé, on est incapable de savoir si c'est vraiment propre. Donc, vraiment, la bonne pratique, c'est d'utiliser un outil, une sonde d'inspection pour pouvoir faire l'analyse de l'état de surface des connecteurs et garantir donc que les connexions optiques seront de bonne performance. La deuxième bonne pratique, donc ça revient au niveau on revient sur la partie de certification de niveau tier 1. Donc, il existe en fait deux méthodes qui sont énoncées dans les normes. La première méthode qui est la plus, on va dire la méthode de référence, utilise donc une source lumineuse et un photomètre. C'est aussi ce qu'on appelle une perte d'insertion, une perte optique, une atténuation. Donc c'est cette méthode recommandée dans les standards a certains avantages et certains inconvénients. Son premier avantage, c'est que c'est plutôt simple d'utilisation. Il suffit d'allumer la source et de regarder le signal reçu à l'extrémité du lien. La deuxième source d'avantage, c'est la possibilité de valider la continuité et la polarité du réseau. Donc, si on est à l'intérieur d'un bâtiment, dans un data center, on va avoir des câbles duplex, voire des câbles de type multifibre MPO. Et on sait que la polarité doit être inversée pour que l'équipement fonctionne. Et donc, ce type d'outil peut vérifier la continuité et la polarité du lien qui est nécessaire au bon fonctionnement plus tard du service. C'est aussi une solution économique. C'est relativement peu onéreux comme solution. Elle permet de faire des mesures très rapides. En effet, en moins d'une seconde, on a un résultat directement sur le photomètre. Et donc, c'est la méthode qui offre la meilleure précision d'après les standards donc IEC. On serait à plus ou moins 0,2 dB pour une mesure d'atténuation avec une source et un photomètre. Certains inconvénients, donc avant de faire en fait la mesure, on fait une prise de référence, on veut calibrer la source pour savoir quelle est la puissance à la sortie de cette source afin de mesurer réellement que la perte du lien. Donc dans certains cas, il arrive que les personnes fassent mal la référence et du coup, les mesures qui vont être faites vont être erronées. Le rapport et le management des résultats, souvent, parce que c'est des outils qui sont plutôt compacts, ils ont une mémoire assez limitée et du coup, cela peut limiter en fait la prise de rapport. C'est une mesure qui se fait de bout en bout, donc accès aux deux extrémités, donc il faut 2 personnes. Et on ne peut pas détecter les éléments avec des pertes excessives. C'est-à-dire que si ma perte optique est trop importante, je ne suis pas capable de savoir quel est l'élément qui a créé ce problème. Même si ma perte optique passe, il est possible aussi également qu'il y ait des événements qui aient une perte excessive. Et à ce moment-là, on sait que c'est un peu une faiblesse dans le réseau. Ça peut être la cause potentielle, future de cassure. Voilà, surtout sur des épissures avec une forte perte, on sait qu'elles sont pas très fiables.
Voilà, donc une méthode alternative qui est spécifiée dans les standards, c'est la réflectométrie pour faire de la mesure de perte d'insertion. Donc, il y a pareil, des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que avec un réflectomètre, on peut vraiment détecter tous les éléments passifs qu'il y a sur le lien et on peut mesurer la perte et les réflectances liées à ces événements-là. On peut avoir donc un rapport très détaillé avec la caractérisation de tous les éléments et la position de tous ces éléments également. Et si on fait une mesure, ce qu'on appelle unidirectionnelle, c'est-à-dire que d'un côté, on peut utiliser le réflectomètre pour, si on a accès que d'un côté, à faire une mesure unidirectionnelle. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire une mesure que d'un seul côté si dans un cas de maintenance, par exemple. Les inconvénients, c'est que on ne peut pas valider la continuité puisque c'est une mesure unidirectionnelle. La précision est moyenne donc, et elle dépend énormément de la qualité de la trace au TDR, du niveau de bruit, des choix de paramétrage utilisés, ainsi de suite. Elle dépend de la mesure automatique, donc de la détection correcte des éléments. Et aussi, donc, elle demande des fibres amorces, donc une fibre amorce en début de ligne et en fin de ligne, qui doit être exactement du même type que la fibre sous-test, qui est pratiquement impossible. Même pour un même fabricant, dans des batchs différents, il est possible qu'il y ait que la fibre ait différentes caractéristiques. Donc la réflectométrie, comme on disait, ça permet de faire de la détection de défauts. Ça permet de détecter tous les éléments qu'on a sur le réseau. Et en fait, pour s'affranchir donc des problèmes de type de fibre qui seraient différents, et comme on peut le voir sur le graphique, quand on va connecter des fibres avec différentes caractéristiques, on va avoir ce qu'on appelle d'un côté un gainer, c'est une valeur négative de perte, ce qui n'existe pas. C'est la façon dont l'OTDR le voit. Et de l'autre côté, en événement 2, on va avoir une perte excessive si on teste dans un sens seulement. Si on teste dans l'autre sens, on va voir l'opposé. Donc l'événement 1 va devenir une perte excessive et l'événement 2 va devenir ce qu'on appelle un gainer, une valeur négative. Donc pour s'affranchir de cela, ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc la mesure dans les deux sens et on prend la moyenne des pertes des événements afin d'obtenir la vraie valeur de ces pertes-là. Donc ça marche pour les connecteurs et ça marche également donc, pour les épissures. Donc voici un exemple. Donc on voit bien en haut à gauche la trace A vers B, donc dans un sens, et on voit que le réflectomètre affiche, enfin la courbe montre un gainer, donc une valeur négative. On a aussi représentation iconique qui montre cet élément-là comme un événement qui est bon. Mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est bon. Donc après, on va faire la mesure dans l'autre sens. Pour le même événement, donc de B vers A, on voit qu'on a une perte qui est plutôt excessive dans ce sens-là. Également, l'événement 5 va passer en défaut. Mais on ne sait pas vraiment s'il est en défaut, puisqu'en fait, c'est lié à l'association de courbes de qui ont différentes caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les courbes de A vers B et de B vers A. On va prendre la perte associée à ces événements-là et on va la diviser par 2, ce qui va nous donner une valeur moyenne et ce qui est également la vraie perte de l'événement. Là, on parle de la certification optique des câbles, donc en niveau 1 et niveau 2. Et pour combiner les avantages du niveau 1 avec la simplicité d'utilisation et la rapidité, mais aussi les avantages du niveau 2 avec la partie OTDR qui nous donne plus d'informations sur chaque élément du lien, on a aujourd'hui cette innovation qui est l'innovation, donc l'automatisation qu'on a appelée tiers 3, le tiers 1 plus tiers 2. Et qui permet de combiner ce que l'on voit ici à l'écran, donc la partie mesure, perte d'insertion en bas à gauche, comme on le fait avec une source et avec un photomètre, avec tous les avantages que ça comporte.
mais avec une mesure aussi bidirectionnelle OTDR automatisée, qui nous donne, qui fait les mesures, mais aussi qui nous donne les moyennes aller et retour des événements. On a vu que c'est le cas particulier de l'OTDR. Il faut vraiment faire l'aller et le retour et la moyenne pour avoir la valeur réelle de l'événement, et ça va le faire automatiquement. Et enfin, on va associer ça avec la possibilité d'utiliser ces mesures, donc à la fois tiers 1 et tiers 2 combinées en tiers 3, sur un nombre de fibres important, dans deux cas de figure, soit si on a des connecteurs NPO, soit si on veut utiliser, on a beaucoup de fibres, mais simplex, et qu'on va utiliser la capacité d'un switch type MPO pour encore automatiser un peu plus les mesures. Donc, la mesure tiers 3, comment ça se passe? Ça se passe avec un appareil qui va être, enfin deux appareils qui vont être reliés face à face, et à travers la fibre TC, à travers le lien que l'on teste, on va pouvoir, en un appui sur un bouton, lancer la certification complète. Donc, IL, IL Insertion Loss, en anglais, la perte d'insertion, donc la mesure d'atténuation, l'ORL si besoin, donc Return Loss, la partie retour, et l'OTDR, tout ça de façon bidirectionnelle, en un bouton. Ça se configure automatiquement. Toute la communication a lieu entre les deux appareils à travers la liaison qu'on le teste. Donc, on n'a pas besoin de communication extérieure entre les appareils pour configurer cette automatisation. On a une analyse instantanée bidirectionnelle, donc on sait juste en quelques secondes à la fin du test est-ce que le lien est bon en globalité, mais aussi est-ce que chaque élément du lien est bon. Et on va stocker donc tous les résultats, tous les fichiers de résultats de ces différents tests automatiquement sur l'appareil. Donc on n'a pas besoin de post-traitement, et ça c'est un des gros points d'avancement de ce nouveau type de solution, on appelle donc mesure tiers 3. À cela, on va pouvoir combiner, donc, pour encore accélérer un petit peu, la possibilité d'utiliser sur ces appareils de certification un switch MPO. Donc là, vous voyez les appareils qui ont une fibre blanche qui raccorde le module de mesure vers un switch MPO, donc il y a une entrée unique, et puis une sortie avec une petite prise noire et le cordon jaune qui est une sortie MPO, et donc qui est reliée entre les deux appareils de droite à gauche. Donc là, on a une connectivité MPO native, et encore une fois, avec un seul bouton, on va faire la même chose que ce que je disais avant, hein, donc toujours le test IL, ORL, OTDR, mais aussi la mesure de longueur et aussi la continuité et la polarité MPO. Tout ça avec un seul bouton, ce qui fait que on multiplie encore l'avantage, puisque avec un bouton, on va faire tous les tests, les 12 tests d'affilée, sans intervention humaine. Donc, on va référencer les mesures, et ça, c'est aussi guidé dans le script de test sur les appareils. On va contrôler la polarité, donc polarité A, B et C. La continuité aussi, par défaut, elle est vérifiée. Donc, on s'assure que tout est réalisé au niveau de la certification. Et comme on peut le voir en bas de cet écran, on a une gestion possible des étiquettes, des noms de fibres, des câbles prédéfinis. Donc, ici, là, c'est simplement des numéros, mais on va pouvoir aussi mettre des labels avec des noms de bâtiments, de salles, de racks, aussi pour gérer ça.
Donc, voilà cette solution, cette nouvelle solution. Et avec cette solution, on a fait une analyse que je vais vous présenter un peu des gains que l'on peut réaliser. Donc, les gains que l'on peut réaliser avec cette solution, si on compare cette solution avec une solution plus classique, si on voulait faire la même chose, c'est-à-dire combiner la mesure tiers 1 et tiers 2, donc avec l'OTDR en plus des mesures de perte d'insertion, il fallait se servir soit de 2 appareils, soit d'un appareil qui avait au minimum 2 ports de raccordement. On voit ici un port pour la partie OLTS, Optical Loss Test Set, donc un testeur qui va tester la perte bidirectionnelle, et un deuxième port pour la partie OTDR. Plus de ports, ça fait plus de raccordements, parce qu'on doit, pour chaque fibre testée, se raccorder une première fois à droite, une première fois à gauche, mais aussi, ça fait donc plus de nettoyage, puisqu'il faut inspecter et nettoyer les fibres. C'est primordial à chaque manipulation. Donc, c'est important de réduire le nombre de manipulations sur les fibres. Deuxième avantage, c'est que si on a un cordon en MPO, là on est sur l'exemple avec un réseau en MPO natif, on doit passer par un câble type pieuvre ou fan-out, et donc on va se connecter 12 fois pour la mesure LTS, plus 12 fois pour la mesure OTDR, donc on aura 24 connexions déconnexions. On ne va pas pouvoir tester la polarité du MPO, et donc on aura un manque sur cette solution. Avec la nouvelle solution, on va ici avoir un testeur, donc tiers 3, qui va à la fois avoir un module de mesure, mais une sortie aussi avec un MPO switch directement, nativement en MPO, tel qu'on le voit illustré en bas. On a avec ça un contrôle de polarité automatique et une séquence automatique de tests qui va s'enchaîner tout seul, et un suivi et un enregistrement des fichiers clairs, sans erreur. Donc, si on regarde un peu ce que ça donne, avec la méthode classique, donc on va avoir une grande partie du temps où on va inspecter, nettoyer, réinspecter si besoin, renettoyer jusqu'à pouvoir se connecter, avant de pouvoir faire le premier lot de mesures, qui va être la mesure finalement IL, ORL, donc perte d'insertion. On voit que cette mesure, avec la couleur ici est relativement rapide. Ensuite, on va appeler le technicien pour déconnecter, et puis faire les mesures OTDR, changer de connecteur sur le port suivant, puis changer encore une mesure OTDR dans l'autre sens, et toute une partie de la mesure à la fin, qui est la consolidation du rapport, puisque les mesures sont des mesures individuelles et qu'on va devoir consolider à la main, souvent pas sur l'appareil, mais après en post-traitement, sur l'ordinateur. Avec une solution tout en un, on a une partie de connexion qui est beaucoup plus limitée, puisque c'est un seul connecteur MPO qu'il va falloir connecter, inspecter, réinspecter, reconnecter jusqu'à ce que ce soit bien propre. Puis, un temps de mesure. Et là, ce temps de mesure en soi, c'est pas là-dessus qu'on gagne du temps, puisque le temps de mesure va être relativement proche de ce qui se fait avec les autres, sauf qu'on n'a pas de temps mort pour appeler un technicien de l'autre côté en disant attention, on passe à un autre test, attention, on passe à un autre type de test, c'est à toi de tester, c'est à moi, attends, on ne fait pas en même temps. Tous ces problèmes de coordination, on va gagner sur ce temps-là. Et puis, la plus grosse partie, c'est vraiment le côté consolidation de l'analyse bidirectionnelle, puisque l'appareil le fait automatiquement en temps réel. Donc, on va réduire drastiquement le temps. Un autre exemple, cette fois-ci, mais pas sur un câble MPO, un exemple sur des cordons simplex. Donc,
mais avec l'utilisation toujours de la solution tier 3 avec le switch MPO. Et là, on va utiliser la sortie MPO, puis un câble fan-out pour se raccorder sur les 12 connecteurs individuels. On va utiliser donc voilà, 2 câbles d'adaptation. Et là encore, l'analyse du temps passé va nous montrer que avec la méthode classique où on fait une fibre à la fois, on va passer différentes étapes et notamment une étape importante à la fin qui va être la consolidation du rapport et l'analyse bidirectionnelle. Ici, le gain est un petit peu moindre puisqu'on a quand même le même nombre de connexions individuelles, hein, les 12 connexions, on va devoir les faire, même si cette partie d'inspection et de connexion, de réinspection, de vérification, elle peut être réalisée en temps masqué. Pour les premières 12 fibres, on va pouvoir lancer la mesure et on voit l'avancement de la mesure. Pendant cette partie grise de la mesure, on va voir l'avancement. Et à partir du moment où je suis déjà à la fibre 4, à la fibre 5, je peux déconnecter la première et inspecter et la connecter sur la 13, 14, 15 pour continuer. En faisant ça en temps masqué, vu qu'on ne va pas mesurer que 12 fibres en général, mais beaucoup plus, on va gagner encore un peu plus de temps sur le travail, au final, le travail global. Un exemple de ce qui nous intéresse le plus, c'est le rapport de mesure, puisqu'on va faire tout ça pour avoir nos rapports de mesure, et on va pouvoir vous fournir 2 types de rapports de mesure. Donc, un rapport résumé qui va nous donner sur chaque label que l'on veut. Ici, on a différents labels. Ces labels, dans cet exemple-là, sont avec 2 fibres, donc pour des labels pour du duplex. Et on a les 2 fibres ici, et on a premier label, deuxième, troisième, etc. Un rapport global qui va nous dire tout ce qui a été réalisé. Mais aussi un rapport par fibre. On peut avoir un rapport détaillé par fibre avec toutes les mesures, donc IL, ORL façon tiers 1, OTDR façon tiers 2, avec ici un tableau de tous les éléments, avec bien sûr les mesures moyennées, aller-retour sur chacun des éléments, donc les valeurs vraies, ce qui permet de détecter, Charlène l'a évoqué, le fait que des fois, au global, on est bon, parce que l'atténuation globale sur la liaison, elle est celle qui est attendue d'après le standard, mais parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'éléments qui ont de la marge, qui sont très bons, et un élément qui va être très mauvais, qui va dépasser ce que l'on attend de lui, mais sur la totalité, on ne le verra pas. Là, on va tout de suite le repérer, si c'est le cas. Donc, on a bien sûr dans l'appareil l'enregistrement de rapports de ce type-là, des rapports PDF lisibles par l'humain, mais aussi dans les fichiers natifs, hein, format SOR, par exemple, pour le TDR, disponible aussi. Voilà un peu pour cette présentation rapide de cette nouveauté mesure tier 3 de certification. Alors, en guise de mot de la fin, en fait, déjà, je vais remercier nos sponsors, donc le SICABEL, Corning, Acom et Viavi, pour la qualité de leur présentation. J'espère qu'elles vous auront montré à quel point les grands industriels cherchent à améliorer en fait l'efficacité de toutes les solutions proposées et d'aller vers le plus d'éco-responsabilité. Donc, il y a des recherches qui sont menées dans ce sens. Bien sûr, le partage d'informations, le partage de retours d'informations, les rétex seront les bienvenus. Hein, n'hésitez pas à partager. Comme vous l'avez compris, le Bixi est à votre disposition. Hein, c'est pas quelque chose qui existe quelque part, qui n'est pas fait pour vous, bien au contraire. Donc, cette session est enregistrée. N'hésitez pas à revenir et à l'utiliser par rapport à vos clients, par rapport à des bureaux d'études. Vous voyez à quel point les présentations sont techniques, animées par des vrais experts. Je remercie aussi, bien sûr, tous les speakers de cette matinée qui ont présenté avec beaucoup
de compétences et beaucoup de précision, toutes ces présentations. Bah, donc un grand merci à toutes et à tous pour la qualité de la matinée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Bien évidemment, on y répondra le plus rapidement et avec le maximum de précision. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux webinaires, hein, puisque le prochain aura lieu le jeudi 21 mars 2024. Et surtout, n'hésitez pas aussi, si vous avez des thématiques que vous souhaitez voir abordées par le BICSI, eh bien, on est là pour vous. Donc, on les regroupera sur un sujet particulier et on fera en sorte de répondre à vos attentes par rapport à ça. Voilà. Je tiens aussi à remercier Nadia, qui a été, comme d'habitude, un chef d'orchestre par rapport au webinaire parfait. Donc, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec elle si vous souhaitez devenir un sponsor de nos événements. C'est très important, parce que sans sponsor, on ne serait pas là. Donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Merci.